s'appelle maintenant Théodo. En fait, on a toujours fait partie du groupe Théodo. Et dans le groupe Théodo, il y avait un écosystème de start-up, Sicara spécialisé en data, BAM en mobile, etc. Et on a récemment tous changé de nom pour tous s'appeler Théodo parce que nos clients s'y retrouvaient plus et c'était incompréhensible pour nos clients d'avoir toutes ces marques devant eux. Donc pour un enjeu de simplification, on s'appelle maintenant Théodo Data and AI. Je ferme cette parenthèse et je rentre dans le vif du sujet maintenant. Aujourd'hui, on a deux speakers, Johanna et Clément. Johanna va nous parler elle travaille chez Seven Sensing, elle va nous parler de datasets synthétiques pour des visages. Et ensuite, nous aurons Clément qui nous présentera ce qu'il a fait chez 22, une librairie qui s'appelle l'Ours et qui permet de manipuler des datasets en computer vision. Comme d'habitude, on fait un format où on a une présentation et ensuite on a une session de questions-réponses. Et à la fin, comme d'habitude, un petit buffet avec des pizzas et des bières. Voilà, merci à tous et bon meet-up. Souci technique. Si quelqu'un sait comment projeter un PowerPoint en full screen sur Meet. Ça met sur son moi c'est sur le slide, sinon on fait finaliser Meet. Yes. Ah, ici. Okay, hello. Hello, everyone. So I'm Joanna, and I'm here. I'm going to talk to tell you how we at Seven Sensing combine synthetic data generation and sensor modeling to develop embedded vision solutions. In particular, I'm going to talk about a case study for eye tracking. Okay, seems that it's not solved yet. Sorry. To go by hand. So just really briefly, so I'm going to start first by introducing Seven Sensing and IMS Osram, which are my companies.
Then I'm going to go for a fast run into the synthetic human data sets, the challenges and the generation pipeline that we are currently using, and then to the case study for eye tracking, and I'll finalize with the project outcome and the conclusions. So first, 7Sensing and IMS Osram. So who are we? So 7Sensing is a software company which is based in Paris. We are around 30 people, different nationalities, and we work on creating solutions for computer vision and AI on embedded systems. 2 years ago, or more than 2 years ago, in April, IMS Osram bought us, and IMS is like a market leader in light emitters, sensors, and optical modules. So now we have this good combo of both AI plus semiconductors. In terms of what do we do, so in terms of our expertise, we have a big range of development. We start by, as I told you, developing AI solutions, and sometimes we work with sensors that do not exist, as it's the case for this particular case study that I'll present to you. So we need to do a lot of data generation, sensor modeling, to combine to create for instance, the data sets for training the AI solutions. And we do as well embed the solutions on the system itself. So we go from low power MCUs to AI accelerated cores. In terms of the range of applications, we go from AR, VR to imaging, human-machine interaction with DTOFs, different sensors, optical force sensor, and vital signs. So now jumping to the synthetic human data sets. So why are they so important? So nowadays we see that in different use cases and in different applications, more and more we need humans and human data. And in particular for face recognition, generative AI, eye tracking, video conference, you can name it. And the problem with human data is that it entails a lot of challenges and a lot of issues. Namely, we have ethical, legacy, privacy, and safety problems. We have generally non-permissive lessons. We have data bias, so sometimes it's lack of diversity in terms of the characters that are used, the persons that are used in the study, or even lack of flexibility in where the data is acquired, because the sensor, if we need for a different sensor, it's not with the same specs, so we need to retake data. We have limited amount of data, we have imperfect ground truth, and sometimes it's really impossible even to measure the ground truth, or have it with the right accuracy that we need. Sometimes the data collection is impossible if the system is not available, which will be the case for this use case, and it entails a huge high cost. And the advantage of synthetic human data sets is that we can overcome all these problems. And the only issue that it can have is, of course, a little domain gap, which can be little or bigger depending on the investment. But in general, you can really compensate for this domain gap with posterior studies and optimizations. So now that we know why we need it, I'm going to go to make you go through a bit of our pipeline for dataset generation. So usually we have this multi-stage pipeline, which allows us to have really diversified humans for different use cases. And it starts by, in the 3D space, we have generally a base mesh of what we call a neutral human, in which we have parameters in each part of the face, of the eyes, of everything. And this takes us to the second step there, which is to add the identity to this mesh. So we have parameterized everything that can change, to make it change to whatever we want and with all the variability that we need. Then we add the texture, we add the air, we add the pose and the expression. That's here that we also can add the eye movement and everything that we need for the use case that we will use. And then we have the illumination, which is also really important for a lot of use cases. And of course, we can add accessories, clothes, makeup, depending on the use case. And after all of this, we place our camera or our sensor in the pose that we need, and we collect the data. So we render the data with all these 3D interferences from the human model, the lights model. All together, we collect the data with the parameters of our camera. And after this, we have an image in the 2D space. And in this 2D space, we can apply any sort of other optics and sensor model as a post-processing routine. And this makes all this pipeline really suitable for different cases and really customizable in different ways. Of course, we can also add a little some strategies for domain gap reduction if we need.
So as you can see, we have this use case specific data and a fully customizable pipeline, which allows us to get ground truth at different levels for eye tracking, for instance, to see where the eye is looking at, for face recognition to know where the face is, segmentation. We can have basically ground truth for all sorts of our problems, even depth. Okay, so now that you know about the humans and how do we do them, let's pass to the case study. And first, what is eye tracking? Does anyone know? You know what I'm going to talk about? Anyone wants to answer? Everyone is shy. So it's the system which is looking if you're paying attention right now to this present. No, I'm joking. It's not. There's no system paying attention to you. So basically, it's the technique that allows you to measure the point where when a person is looking at, or to measure the movements of eye with respect to a certain referential, so a head or a headset or whatever. And this eye tracking system usually includes 3 different main components. So first, it has 1 or more cameras, which is the one that the cameras are the ones that are capturing the eye or parts of the eye. We have an illumination system, which usually is composed by multiple LEDs or multiple light sources or structured light. Well, it can be for different types. And finally, we have the computational capabilities, which will allow us to convert from the camera image to a gaze point. These AR eye tracking is used nowadays in a lot of different applications. In particular, for us, we are interested in AR and VR. Where it has, a huge amount of applications. These are just 3 example cases. So for instance, when you go for VR, you have this foveated rendering, which allows you to just take a high resolution image on the place where the user is looking at, and you have all the rest not high resolution, and this allows you to save up to 75% lower GPU load. So just for an example, and it goes up to intent analytics for multiple applications and so on. So this eye tracking project, the purpose of this project was to design and develop the best components for IMS OSRAM for eye tracking systems. So for this, we needed to know what makes a good eye tracking system, and we needed basically to explore what are the component requirements and optical system configurations to have this system. And in particular, we had to explore, we had to cover a huge population, to have a big population coverage, to have minimum obstruction of the user's view, so to be sure that we are not placing our elements in the view angles of the user, to test for multiple power consumptions and amplitude and ambient light interference. So for this, we have basically 3 key components for this eye tracking project. So we have the synthetic human data, which will combine with the illumination model, and in this case is for then the components that IMS was trying to sell or upgrade for this purpose. So we have this illumination model, and then we have the camera and optics model. And these 3 sets are the ones that in the end we need to test with various parameters, optimize, take performances, and give feedback for leverage and co-design. So I'm going to start now with the synthetic human data. So what does our human model look like? So now you already know about our pipeline. So from that pipeline, we are able to create, to have ultra-realistic human face models. Sorry, I'm having a lot of distractions in my screen. Yeah, and this is one of the key points that we need for this, because we need the full big population coverage. Then we need control the variability of the face and eyes, inter-eye distance, all types of variability, because we want to cover huge population for different ethnicities, different ages, different genders, different school colors, skin colors, eyelashes, eyebrows, wrinkles. Well, we need a lot of variability for our studies. We need eyelid movement, realistic as well, so that when the eye moves, we know that our eyelid also moves, and we need to be able to cover for this. We need the possibility to add a headset or glasses with reference to facial points, because we are dealing about implementing a solution for AR in an AR headset, in an AR set, or for VR in a VR headset. And of course, we need a suitable pipeline for large data set generation in case we need AI solutions to
as metrics for our problem. So besides the face, we need a very realistic eye model, and this is a bit one example of what it can look like our eye model versus real near-infrared images. And for these, we need also to have variability in the eyeball size, in the look at direction, in the iris texture, in particular, because for this solution, as you will see, we need to work in the near-infrared range. So we need to be able to color and treat the data to cover for this. And and that's all for the synthetic human data. So now I'm going to talk to you, to introduce you to the illumination model, some details. For the illumination model, for sure, it needs to cover very well, to be physically accurate in terms of interaction with the textures of the skin and the eye. So for this, we need a ray tracing software that allows this interaction with the textures that we define for our purpose. We used Blender for this case. We need a highly customizable illumination system where we can input light distribution, rays, orientation, everything based on the specs of the real systems, the real light sources. And we need to control the variability of the positions, orientations in terms of data set if we need to test different configurations, different light power to optimize the power consumption, which was one of our specs. And of course, we need to be able to add ambient light to test the interferences of this ambient light in the eye tracking system. So I'm going to show you now just an example of what it looks like. I'm not sure you can see very well, though, with this light. So this is what it looks like, eye tracking system with IMS Osram LEDs, the SFH something, which are in the near infrared range, 940 nanometers in particular. And so these LEDs are really small, are like 0.2 millimeters by 0.2 millimeters wide, and the idea, and we are able to, based on the specs of the manufacturer and the characterization of the manufacturer, we are able to simulate very well, put the ray distribution of this LED source in the 3D scheme, calibrate it. We calibrate it using ZMAX with the proper optics, and try to match the irradiance value so that everything is as much realistic as possible. And we are able to put it in the person's face and test the different configurations. And this is what it looks like for two different cases. I'm not sure if you can see, but there are different distribution of light sources in the eye. And as you can see, they cause these glints here. These are two different camera angles, one off axis, one on axis. And this is a different setup. Well, maybe you cannot see very well, but the camera is here and the LEDs are distributed here. And this is what it looks like, the glints in the eye. As you can see, when the eye moves, the glints are moving as well. So now let's pass to the sensor and optics model. So our camera model, it needs to be really precise as well, because if we want to optimize things, we need to everything really very precise. So we need, again, to have a ray tracing software which allows us to capture all these complexity of the light, textures, face, blah, blah, blah. We need to control to be able to control and vary the camera's position and orientation for our tests. Try different movements, because in eye tracking, there's definitely a lot of movement involved, and we need to consider this. So when you for instance, when you place the glasses in your face, sometimes they just, in the beginning you have them in a certain position. If you calibrate it here, they will probably slip. So it's always going to be on the move, and you need to be able to account for this and simulate this. Also for fitment, so also when you place them, they're not necessarily all the time at the same pace. Of course, we need to be able to have a camera model with field of view, focal length, resolution, depth of field, everything, like matching the right specs. And we can implement a post-processing pipeline to the further optics, count for further optics. And this is what we've done. And this is an example for an imaging sensor, again, of AMS. So this is the Mira Global Shutter Series, Mira S16. And what happens here is that we have
This is the output, let's say, from Blender, directly from the irradiance map, which we capture with the camera at the right position, right field of view, right everything, with the lights and human simulation. And then we apply all the camera and optics model, and we come up with the final synthetic camera output here. So basically, our camera and optics model can include the optical transfer functions. That's where we add the aberrations, anything wavelength related, vignetting. Then we can pass to per pixel power to electrons, things that affect your camera, exposure time, pixel pitch, quantum efficiency. We can add noise, different noises, temporal noise, spatial noise, depends on your case. And of course, then conversion to digital effects. So we can add everything in a post-processing pipeline model. That's what we did. And in this case, we used all the specs from the camera that we had, and we came up with the final synthetic camera. And of course, this modeling enables for different configurations and for, again, full customization. And the advantage of this, and in particular useful for our case, is that this optical design can be also optimized before the fabrication of the camera and sensor itself. So again, to finalize this part of the light and sensor, here is a bit of an extra. So for AR, so in particular for AR, where we are dependent, we are using the sunglasses everywhere and outside, for instance, we have real impact of the interferences from the ambient light. And we need also to be able to simulate these and to try to come up with the propositions for power consumption and so on to cover for all the cases. And again, we might not be able to see very well on those images, but the effect of ambient light can really sort of hide the glints from our LEDs. And this can be critical if we are then trying to compute the position of the eye based on this. So for this, we had to basically apply also ambient light. We had to calibrate ambient light for the spectral range of our camera, artificial lights based on the lamps that exist in the spectral range of our camera. So we had to do all of that also to provide a full study covering also for the ambient light. And this is also, well, again, can be included in this pipeline very easily. So now I will drive you through the project outcome and conclusion. So all of this was for what? So from all of this, we've then developed, as you've seen, a versatile simulation pipeline that allowed us to simulate and generate synthetic data, in particular for eye tracking, but also we can apply it for multiple other cases, and we applied it in 7Sensing for other projects, for video conferencing, for photography improvement, flashlight variation optimization. With this pipeline, basically, we were able to simulate different near-infrared illumination and sensor positions and configurations, which we in the end ran some metrics and selected one to create a prototype about. For this, we used performances based on classical algorithms like pupil detection and glint detection, and also AI solutions for gaze tracking. And this is what it looks like, the final prototype, ready for Fashion Week 2055, sorry. Created exactly with the Mira 1516 that I told you, which was placed here, and the system of 8 LEDs around. This is, oh, I'm sorry, I'm not sure you're able to see very well, but this is what it looks like in the real data from the physical setup. This is what it looks like with the synthetic data. Of course, it's different characters. It's a real person and it's a synthetic human with different eye color, blah, blah, blah. But it's quite realistic, and in fact, the metrics were computed and provided that the performances were in synthetic data and real data similar. So we were quite happy with these results. So basically, to conclude, we have developed the synthetic human generation pipeline. We have combined it with the calibrated illumination, calibrated sensor model, and this allowed us to design complex systems of different types for different projects, and in particular for eye tracking. The advantage of this is that it also allows you to save a lot of money before investing in the prototyping phase. And we validated our approach on an embedded system.
And that's all. I don't know if you have any question. Is it working? Yeah. Thank you very much for your presentation. It was really interesting. My question is, do you have any insight on how many data do you need for this study, synthetic data, I mean, compared to real data? Does it vary? Is it the same order of magnitude between the two? Well, I would say that the more data, the better, even for real data. But for synthetic data, since we can really exaggerate on different humans, different features, blah, blah, we try to create a lot of data, really, as much as possible, or reduce data based on the time constraints of our studies. But yeah, sometimes we were using around 100,000 and things like this, and we didn't have real data. We just compared finally with just a couple of images from the real setup to run the classical algorithms, but we didn't create a data set for real data. Yeah, so 100,000 data is enough for your problem to solve, basically? Actually, no. Actually, it's okay for if you don't want a lot of variation, if you don't want it to be robust for everyone, every ethnicity. But if, like, for to have like a general metric, if you are sort of in a rush with the studies, or not in a rush, but like for the timeline, to fill all the timelines, you have to, yeah, to constrain it into something, and this was a good compromise. Thank you very much. Thank you for your talk. Just a question, like, I suppose people are at Facebook or at Apple are doing kind of the same thing. Is there some kind of benchmark for all these tasks that are basically similar? Sorry, can you repeat? Is there a benchmark for that? Like, you are presenting a method and it seems to be working and it's great, but is there in the literature, the research, is there a benchmark for this kind of method? I suppose since there is some hardware optimization, it's kind of hard, but maybe there is. Actually, there's not no. If you search for literature about near-infrared data, human data, there's not a lot, because it's mostly used in companies, but they don't want to publish it. So you can find online different companies where you can buy near-infrared data. So they have their own solutions also for humans, 3D humans, and to do all of these interactions. And we saw, based on the competitors, because we were also thinking about, okay, maybe we can also sell this data at one point. And our data seemed quite realistic. But yeah, but there's no benchmark done in terms of, we are not like, basically we are using it for our studies. And if some companies can be interested, we can also sell it. But there is no real comparison. Like, we have slides where we do comparison with respect to other people that does this, and we have really quite good specs, let's say, in terms of benchmarking, but we didn't publish anything. It's like for company-wise, you know, yeah, not really for academics, let's say. Even though we are all based in open source, mostly open source data. We got, just for the 3D model, it's a paid version, yeah. Thank you. Sorry, open source software, that's what I meant, not that. Me again. Yeah, you mentioned bias in real-world data, and that's an issue, and you can address this with synthetic data. And can you also, so you want to balance your synthetic data, I guess, to avoid any bias or to prevent at least some bias in your system. But can you do this the other way around and use synthetic data to measure bias in your solution, because you don't have many real data, as I understand? Or is it just
using synthetic data for both training and measuring any bias a really bad idea? No, I think it can be used for sure. The real data is the final good data, right? So I think it will always be sort of a reference. But if we have, let's say, if in the situation where the real data performs very well under simulated or under solutions trained with synthetic data, I think we can see as well if the error is really low with respect to synthetic data, maybe we can see already some bias. But I think directly from the real data, we can measure some variability. Yeah, what's missing. But in terms of bias, also something that we saw is that it's better to go on extreme cases where they don't exist in reality for simulation data, like more larger distances and they are less realistic. They provide like a more robust solutions than if you just stick to the norms and to what's real, in fact. Thank you very much. Thank you for the presentation. The question is actually a bit on the same topic, but it's more on the bias induced by the synthetic data compared to real data. So were there any studies done to try and find if there is bias in using only synthetic data compared to using real data? You mean for these particular studies, or you mean in general? In this particular study. So in this particular study, as I told you, the system was unavailable. In the end, we provided the guidelines to construct it, and then we were able to extract real data based on the final system that we conceived by simulation. So in the end, we didn't really extract data to compare to see if, okay, everything is working well, everything is fine, but we didn't, and we computed the metrics on those data, and we found that the metrics were quite good and similar to simulated data. But typically, for a project like this, what we do is that after we take real data and then we study the real data, we improve the simulation data to avoid the bias. And if needed, we can also do some transfer learning or reinforcement learning. Something like we can use the real data for something to reduce the bias and in the simulated data and to improve the algorithm for that. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. On va enchaîner sur Clément qui va nous présenter la librairie L'Ours. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Ok, bon, et ben, bienvenue à cette présentation dans laquelle je vais vous présenter l'Ours. L'Ours qui est une librairie qu'on a développée à 22 et qu'on a décidé d'open sourcer à partir de ce soir. Donc si vous avez un ordinateur, vous pouvez faire Pimpita l'Ours dès maintenant. Alors, petite introduction sur 22 et sur moi-même. Donc 22, c'est une boîte qui fait la computer vision et plus particulièrement de la détection d'objets. Donc c'est de la détection d'objets et du tracking. On fait tout ça en temps réel sur plusieurs streams vidéo en même temps. Et par-dessus ce système de détection et de tracking, un système de règles haut niveau d'abstraction
qui permet d'avoir soit des notifications intelligentes, soit d'avoir des analyses. Donc on peut avoir des analyses de combien de personnes sont passées dans tel endroit, ou alors avoir des notifications dès qu'un camion passe à cet endroit, vous me prévenez, etc. Ça permet, pour tous les postes de surveillance, d'avoir des informations bien plus intéressantes que juste les 50 flux qu'un seul mec tout seul va pas pouvoir regarder à 100% tout le temps, quoi. De mon côté, moi je suis chercheur en deep learning à 22 depuis 2022. J'ai fait une thèse en robotique de 2016 à 2019. Alors ça a son importance parce que justement pendant ce temps-là j'ai fait pas mal de choses sur les outils. Et donc vous voyez que je suis pas un software engineer, mais on a développé l'ours de façon à développer l'expérience utilisateur telle qu'un chercheur euh, tel que ce à quoi s'attend un chercheur. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que tous ceux qui utilisent Panda régulièrement, si vous levez la main? Bon, voilà. Donc c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup. C'est un outil qui est très très utile. C'est la référence absolue dès qu'on manipule des tableaux de tabular data. Ça a été créé en 2008 et il y a 40 000 stars sur GitHub. Donc je pense qu'on peut dire que c'est plutôt un joli succès. Et donc, on va essayer de s'inspirer de ce logiciel-là pour rendre notre vie plus facile. Alors, pourquoi l'ours? Si vous avez déjà utilisé des datasets de détection d'objets, vous avez déjà rencontré le problème que nous, on a rencontré. Alors, on ne voit pas très bien, malheureusement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de formats de datasets différents. Donc, vous avez le format le Coco que vous connaissez pour le challenge Coco d'Object Detection. Vous avez le format YOLO. Donc, le format YOLO, c'est tout petit. Il y a juste les bounding box ici avec vite fait la classe de l'objet. Il y a même le format Pascal Voc en XML. Donc, ça, c'est une horreur. Si vous avez déjà eu à bosser avec ça, voilà, je suis désolé pour vous. Donc, on a beaucoup de formats de datasets différents. En plus, dans tous ces formats de datasets différents, il y a des formats de bounding box qui eux-mêmes sont différents. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a Coco qui est en XYWH, c'est-à-dire que vous avez le point en haut à gauche et vous avez la taille de la bounding box. Pour Pascal Vogt, vous avez XYXY, vous avez le point en haut à gauche, le point en bas à droite. Pour YOLO, vous avez CX et YWH, le point au milieu et la taille de la bounding box. Tout ça fait qu'à chaque fois, quand vous voulez convertir, quand vous voulez travailler avec plusieurs datasets différents, vous allez devoir faire des conversions à tout va, ça va être insupportable. Ce n'est pas des conversions qui sont difficiles à faire. Vous voyez bien comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Mais en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez le faire avec votre petit script à vous. Et en fait, vous allez le faire de la manière qui vous va vous, mais que quelqu'un qui n'est pas vous va se dire « Ah, mais j'aurais pas fait comme ça, etc. » Ça va créer de la friction, en fait, ça. Parce que la personne, elle va être obligée de comprendre un petit peu le script que vous avez fait et elle va comprendre un petit peu ce que vous avez fait avec ça. Et en fait, juste lui dire bah, « En fait, j'ai converti de ce format-là et de ce format-là, ça aurait suffi. » Donc, tout ça fait qu'on est dans un écosystème, en tout cas dès qu'on travaille avec des datasets publics, des datasets de recherche, qui fait qu'il y a énormément de friction dès qu'on doit travailler avec plusieurs datasets. Nous, ça nous a un peu agacé à 22. Et du coup, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme Panda. Si je reprends le format de Panda, regardez, il y a l'objet data frame au milieu. À gauche, vous avez toutes les fonctions pour read, c'est-à-dire vous avez plein de formats différents. Vous avez le Excel, le CSV, le parquet, tout ce que vous voulez. Et vous avez aussi les méthodes en tout. C'est-à-dire que vous pouvez aussi convertir la data frame en tous les formats que vous voulez. Mais au milieu, vous avez un objet avec un ensemble de méthodes. Et toutes ces méthodes-là, elles sont connues, documentées. Et donc, quand vous utilisez ces méthodes-là, on s'en fiche que vous ayez lu du CSV, du parquet ou je ne sais pas quoi. En fait, vous savez, tout le monde sait très bien ce que vous avez fait avec les datas. Et après, vous pouvez les récupérer d'un certain format, comme ça vous arrange, comment c'est rangé chez vous. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez qu'on peut lire du Coco, lire du KP, lire du n'importe quoi. Alors, excusez-moi, KP, c'est un format interne à 22. Lire du Pascal Voc. Donc, l'idée, c'est vous avez toutes ces fonctions-là, en fait, qui sont pour en faire un dataset object. Et le dataset object, on va pouvoir faire des choses intéressantes par rapport au dataset, aux objets, à l'object detection, directement là-dessus. Et à chaque fois qu'on va créer des nouvelles méthodes là-dessus, en fait, ça va être bénéfique pour tous les autres formats. Donc, on est similaire à Panda et
à chaque fois qu'on va ajouter un nouveau format, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura juste à faire des fonctions pour charger, pour sauvegarder, et il n'y aura pas plus à faire. Et au final, si on regarde un peu, c'est quoi la quintessence même d'un dataset de détection d'objets? C'est un dataset, une base de données relationnelle. Donc vous allez avoir 3 tableaux, donc qui pourront être du coup des data frames, mais vous avez les images, vous avez les annotations. Les annotations sont reliées aux images par le image ID, vous pouvez avoir plusieurs annotations par image ID, et vous avez les labels, et donc les labels sont reliés aux annotations avec une annotation égale un label. Et à partir de ça, vous avez ces 3 tables, vous pouvez rajouter des méthodes. Vous avez merge, split, remap, plein de trucs qu'on va vous présenter là. Mais ce qui fait que dès que vous allez utiliser ces fonctions-là, on va tout de suite comprendre ce que vous voulez faire. Et le format d'entrée et de sortie, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, cette fonction-là, cette librairie-là, l'ours, elle vous donne la possibilité de traiter le dataset comme si c'était un objet. Et en fait, on a développé l'ours de façon à ce que ce soit le plus similaire possible à Panda. De façon à ce que si vous savez utiliser Panda, si vous connaissez un petit peu les fonctions avancées de Panda, normalement, vous devriez pouvoir utiliser l'ours assez facilement pour des datasets d'object detection, quand bien même c'est un petit peu plus complexe que juste des tables comme ça peut l'être dans DataFrame. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'ours, parce que c'est un bon compagnon de Panda, et que voilà, on est une boîte française, donc on aime bien défendre ça. Alors, un petit peu de contexte à 22. Depuis combien de temps on fait ça? Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On travaille sur le principe de inner source. Inner source, qu'est-ce que c'est? En fait, on travaille sur un projet comme si c'était en open source, sauf qu'on le travaille en interne. C'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer, n'importe qui peut demander des features, demander de l'aide, etc. Et donc ça nous a permis d'avoir quelque chose qui était très robuste et très utile pour tout le monde, en fait. Et du coup, beaucoup de gens se sont mis à l'utiliser dans 22, et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on a vraiment quelque chose d'intéressant, d'utile, et ce serait intéressant de l'open sourcer, donc passer de inner source à carrément open source, parce que ce truc-là, ça va permettre de rendre la librairie encore plus robuste, parce que vous, qui n'êtes pas 22, vous allez peut-être avoir des cas d'utilisation qui sont assez différents, et ça pourra bénéficier éventuellement à 22 qui aura des nouvelles features grâce à ça, grâce aux gens qui auront demandé des features, aux gens qui en auront proposé en termes de contribution. Donc, c'était un peu la next step de cette librairie de passer en open source pour avoir des vraies ambitions de robustesse et de features. Il y a aussi le fait que l'ours, dès le début, on a fait en sorte qu'elle soit le plus utile possible. Ça veut dire que dès maintenant, on a une documentation qui est la plus robuste possible. Alors quand je dis robuste, c'est-à-dire que vous allez avoir évidemment la description de chacune des fonctions, vous allez avoir les typings, etc. Mais vous avez aussi des exemples et des see also. See also, en fait, c'est un truc qu'on n'a pas pris tout de suite la mesure de à quel point c'est important. Mais en fait, pour quelqu'un qui découvre un petit peu, qui explore, etc., see also, ça lui permet de savoir quelles sont toutes les autres fonctions qui sont un petit peu similaires, qui permettent de faire des choses différentes. Et c'est quelque chose qu'il y a dans la documentation de Panda. Peut-être que vous l'aviez vu, mais ça rend l'exploration de tout ce qu'on peut faire avec Panda très efficace. Et donc, on a repris un peu ce système-là et on s'est rendu compte, quand on l'a mis en place après 1 an et demi de développement, que c'était vraiment très utile pour rendre quelqu'un efficace sur la librairie très rapidement. Alors, on va regarder rapidement les différentes fonctions qui sont implémentées dès maintenant, que vous pouvez utiliser dès maintenant. Donc, à droite, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peut-être pas pris les bonnes couleurs. Donc, à droite, vous avez juste à quoi ressemble un dataset l'ours. Donc, vous avez dataset.fromCoco. Donc, voilà, c'est la fonction pour lire du Coco. Et après, vous avez un dataset object qui va vous donner les images, les annotations, ainsi que la label map. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas menti, hein, c'est 3 data frames. C'est très simple. Maintenant, si vous avez envie, par exemple, de récupérer les images qui sont en JPEG, en fait, vous avez une fonction, une méthode qui s'appelle .lock, qui est tirée de Panda aussi. Mais le .lock, ça nous permet directement de faire du filtrage sur les images. Donc là, par exemple, vous voyez dataset.lock, dataset.image type égale JPEG. Ce que vous voyez, c'est qu'on va juste virer toutes les images qui sont JPEG. Donc là, c'est un exemple, mais ce que vous pouvez voir, c'est que dataset.image, ça, c'est une data frame.
Ça veut dire que si vous avez n'importe quelle colonne dans le data frame avec des infos qui vous intéressent, je ne sais pas, par exemple, vous voulez les images où il fait beau, vous voulez les images qui ont été prises après 6 heures du soir, par exemple, en fait, ça devient hyper facile grâce à cette méthode lock. On a aussi la méthode lock pour les annotations, qui fonctionne à peu près de la même manière. Mais surtout, ça, c'est ce qui est hyper pratique, c'est que du coup, ça va sélectionner les images qui correspondent à ce qu'on cherche, et ça va aussi sélectionner les annotations. Ça va virer toutes les annotations qui étaient reliées à des images qu'on ne veut plus. Et donc, on va avoir le filtrage direct sur les annotations et les images en même temps. Vous avez le class remapping. Alors, tous ceux qui ont travaillé déjà avec plusieurs datasets, qui ont essayé de les merger, savent le struggle que ça représente. C'est-à-dire que si vous avez différents datasets avec plusieurs classes, avec par exemple les voitures, les personnes, etc. En fait, vous allez avoir souvent des catégories ID qui ne vont pas être les mêmes. Donc, il va falloir faire un remapping des classes. Et en fait, pareil, si vous n'aviez pas ce genre de librairie, vous faites une espèce de boucle. Vous dites, voilà, pour toutes les notations, si c'est cette ID-là, je prends cette ID, etc. Et après, on peut enfin merger les deux datasets. Avec cette méthode de class remapping, vous pouvez rapidement, avec un dictionnaire, faire votre remapping. Et en plus, si à la base, votre but, c'était de faire du merging, vous avez une façon un petit peu robuste de le faire avec simplement l'addition. Donc, on a une méthode qui s'appelle .merge, mais vous pouvez faire aussi dataset 1 plus dataset 2. Il va faire ça de la manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire qu'il va voir les différentes classes, les classes labels, et il va essayer de trouver un class remapping qui va permettre de garder le maximum d'informations pour les deux. Au niveau de l'interface, il y a un petit widget sur Jupyter. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'en fait, si vous avez déjà travaillé avec Pandas sur Jupyter, sur les notebooks, quand vous affichez les data frames, en fait, vous allez avoir un petit tableau bien formaté. Bah là, vous allez avoir un widget avec toutes les informations dans différents onglets. Ensuite, on a aussi une conversion dans 51. Donc 51, c'est un outil, je pourrais vous faire une démo tout à l'heure, mais c'est un outil qui permet de regarder directement les datasets d'object detection. Donc là, vous voyez, par exemple, on a une image avec les oranges. On voit pas bien, mais ça, c'est les objets oranges, donc de la catégorie orange. Et donc, ça aussi, c'est pareil, ça peut aller directement dans le Jupyter Notebook. Donc, tout ça fait qu'il y a une inspection du dataset d'object detection qui est très, très simplifiée. Et enfin, on a, parmi les datasets manipulation, on a aussi le fait d'ajouter des annotations directement dans notre dataset. Alors, ce que vous pouvez vous douter, c'est que justement, l'histoire des bounding box, leur format, ça peut être un problème quand vous faites des prédictions. Par exemple, vous avez un réseau qui est basé sur YOLO. YOLO, ça va sortir des trucs en CX, CY, WH. Donc, vous savez, le centre de la bounding box plus la taille. Et votre dataset, lui, c'est un truc en format Coco avec XY, WH. Voilà, c'est chiant. C'est-à-dire qu'il va falloir faire tout le temps la conversion. Des conversions qui sont vraiment triviales, mais en fait, il faut les écrire à chaque fois, c'est relou. Là, ce que vous dites simplement, c'est OK, les annotations, elles seront sous ce format-là. Tu me les mets dans le format de mon dataset à moi, et moi, je ne veux pas en entendre parler. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on va avoir des nouvelles lignes dans notre dataset qui vont correspondre à ces prédictions. Et lui, il aura fait tout ce qu'il faut pour que ça soit dans le bon format. Très rapidement, je passe sur le splitting. Donc le splitting, c'est quand vous voulez faire différents sets dans votre dataset. Donc par exemple un set de validation, un set de train. Vous avez la possibilité de splitter de façon à garder des distributions, des choses qui vous intéressent. Donc ici, ça peut être les classes, mais par exemple, je peux lui demander garde la même distribution de la taille des bounding box. Je veux pas qu'il y ait un set avec que des grosses bounding box et un set avec des petites bounding box. Donc on a fait aussi une fonction qui permet de faire ça de manière intelligente. Surtout que ça peut rajouter en plus le fait que vous pouvez demander à des données de votre dataset d'être disjointes. C'est-à-dire, par exemple, si votre dataset, c'est un certain nombre de vidéos, vous ne voulez pas que dans votre train set, il y ait des frames d'une vidéo qui est aussi dans le test set. Et donc ça, vous pouvez dire, OK, la colonne vidéo ID, par exemple, je veux que ce soit disjoint, donc je ne veux jamais qu'il y ait un vidéo ID qui soit dans 2 sets à la fois. Et tout ça en gardant la même distribution, enfin une bonne distribution entre les 2 sets. Au niveau de l'évaluation, comme on a un dataset,
Une évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est jamais qu'un dataset comparé avec un autre dataset. Le premier, c'est la vérité terrain. Le deuxième, c'est les prédictions. En plus, il y a l'idée que vous pouvez avoir plusieurs sets de prédictions si vous comparez différents réseaux. Donc là, on a créé un évaluateur. Donc c'est un truc qui est dérivé du dataset, dans lequel vous allez avoir différentes sets d'annotations. Donc vous avez la vérité terrain, et après vous avez prédiction 1, prédiction 2, par exemple, si vous voulez. C'est à vous de les nommer comme vous voulez. Et après, vous avez, grâce à Seaborn, donc, qui est une librairie pour faire pour faire des graphes de manière avancée avec Panda. Et comme on utilise des pandas sous le capot, eh ben on va pouvoir faire pas mal de graphes intéressants. Par exemple, là, ce que je vous ai mis, c'est la courbe Precision Recall. Donc, c'est une courbe assez classique en Object Detection, en fonction du seuil de IOU, sachant que le seuil d'IOU, c'est un seuil qui est de... Plus le seuil est haut, plus on va être plus on va être exigeant sur la prédiction de notre objet. Donc au niveau des évaluations, par exemple, ce que je peux vous faire, c'est OK, donne-moi le average precision, donc c'est un truc, c'est une métrique en object detection par rapport à la taille de la bounding box. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que pour des bounding box qui sont toutes petites, donc qui font 1 pixel de haut, évidemment, on ne va pas être très bon. Et plus la taille de la bounding box est grande, meilleur on va être. Mais il y a des datasets, par exemple, on peut avoir une taille optimale, et si les objets sont trop gros, on ne va pas les voir non plus. Et on a aussi, parce que dans les cas d'utilisation de 22, il y avait ça qui avait été demandé, c'est tout ce qui est le comptage de cibles. Donc, on parle de crowd counting parce qu'on fait ça surtout sur des humains, mais dites-vous que si on voulait compter des voitures ou n'importe quel autre type d'objet, ce serait pareil. Et pareil, on a pas mal de métriques là-dessus. Tout ça, à chaque fois, on peut faire à la manière d'un panda group by. Donc, vous allez diviser votre dataset en sous-sets qui partagent une même caractéristique. Vous allez pouvoir faire une évaluation pour chacun des sous-groupes. Du coup, ça va vous permettre de connaître l'influence de tel ou tel paramètre sur les qualités de votre prédiction. Et dans le cas d'utilisation que je vais vous présenter plus tard, vous allez voir que ça a eu une importance. Très rapidement, sur le format Coco, vous avez la possibilité, parce que c'est juste un JSON, de faire des choses un petit peu funky. Donc quand je dis ça, c'est parce que on a eu le département data de 22 qui voulait, dans les annotations, rajouter des choses intéressantes. Donc des métadonnées en plus. Par exemple, si vous avez un objet, par exemple une voiture, une personne, vous voudriez savoir est-ce que cette personne, elle est à moto, est-ce qu'elle porte un casque, etc. Donc on peut rajouter ces infos-là, c'est un JSON, on fait ce qu'on veut. Donc là, par exemple, vous avez attributes headwear partial pour dire, bon, bah, il y a quelque chose sur la tête, mais ça ne recouvre pas entièrement. Position side, le fait que la personne est sur le côté. OK, super, c'est vrai qu'il y a cette info-là. Maintenant, comment est-ce qu'on la met dans une Panda data frame? Donc, au début, on se plaint. On dit, oh là là, c'est les gars de la data, ils ne comprennent rien, c'est relou. Et après, on se dit, en fait, ça a quand même de l'importance. Et en fait, si on est capable de s'entendre avec l'équipe data pour faire un schema, donc un schema, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de formaliser à quoi va ressembler vos données, quelle sera la structure de vos tableaux. En fait, vous allez pouvoir les convertir dans un format data frame. On va même plus loin avec notamment des nested data frame. Donc là, l'idée, par exemple, c'est que vous avez les attributs. Donc on a box, min, box, with, etc. Donc ça, c'est des trucs classiques de détection. Et vous avez les attributs ici. Vous avez la position, colors, gray, white, etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui ont été parsées directement depuis le JSON, qui était dans un format, on va dire, lisible par un humain, mais pas facile à lire pour quelque chose qui demande des entrées, des données tabulaires en entrée. Et ce truc-là, ça permet du coup d'avoir à la fin quelque chose de très facile à utiliser avec des fonctions de panda ou même de l'ours. Alors, cas d'utilisation, on a beaucoup utilisé cette librairie pour un cas d'utilisation par rapport à un drive-in. Alors, ce drive-in analytics, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les voitures, il va les traquer, il va les réidentifier sur les différents endroits de la ligne du drive-in. Vous voyez que les voitures arrivent ici, ensuite elles passent ici, et vous voyez qu'il y a les différents temps d'attente. Donc ça permet celui qui
s'occupe du fast-food, de savoir où est-ce qu'il en est au niveau des commandes, est-ce que les gens attendent pas trop longtemps, etc. Nous, on s'intéresse surtout à la partie détection. Il y aura la partie tracking, réidentification. Peut-être que plus tard, sur l'ours, on fera quelque chose comme ça. On s'intéresse surtout à la partie détection. La question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on demande, c'est quoi les consignes pour poser les caméras pour la personne? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que 22, c'est une boîte de software. C'est-à-dire qu'on va se brancher aux caméras, mais les caméras, on peut donner des conseils, etc. Mais ce n'est pas nous qui allons les choisir. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est si vous les mettez comme ça va marcher. On s'engage à ce que ça marche. Si vous les mettez comme ça, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Notamment, quelque chose de débile, mais en fait, l'idée, c'est que si les voitures, elles sont trop loin, si elles sont trop petites à l'image, ça ne va pas marcher. Mais la question, c'est à partir de quand est-ce que c'est pas bon? Donc, première partie, c'est de faire le dataset d'apprentissage et d'évaluation. Donc là, typiquement, on a un dataset pour un cas d'utilisation très spécifique. On s'intéresse qu'aux voitures. Donc, on n'a que 3 classes. On a les personnes, two-wheelers et four-wheelers. Donc, les two-wheelers, c'est les scooters, les vélos, tout ce que vous voulez. Et les four-wheelers, c'est globalement les voitures, mais il y a les camions, etc. Et donc, on a récupéré pas mal de datasets publics. On a fait un remapping des différentes classes pour avoir plus que ces classes-là. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un class remapping qui soit injectif. Vous pouvez mettre plusieurs classes dans une même super classe et vous allez quand même avoir un dataset intéressant à la fin en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre cas d'utilisation. Et après, on a pu faire un certain histogramme des différentes tailles des bounding box et de contraste de l'image. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que justement, on va donner des consignes sur c'est quoi la meilleure taille de bounding box. Enfin, c'est quoi la plage de fonctionnement idéal de la taille de la bounding box, de l'objet qu'on essaie de détecter, et c'est quoi la plage de fonctionnement idéal au niveau du contraste aussi. Et donc, on a pu, grâce à l'ours, tracer l'average precision de notre détecteur d'objets par rapport à la taille de la bounding box. Donc, ça nous donne ce graphique ici, et on a considéré, par certains moyens, on va dire certaines heuristiques, qu'on allait s'engager seulement si le average precision était au-dessus de 0,5. Donc, grâce à ce tableau-là, on sait par exemple que pour les voitures, on est au-dessus de 0,5 environ à 100 pixels, et vous voyez qu'au-dessus de 1000 pixels de haut, de taille, en fait, ça commence à devenir compliqué. C'est trop gros, parce que ce n'est pas assez représentatif dans le set d'apprentissage. Après, une voiture de 1000 pixels, vous voyez bien que c'est quand même pas commun, donc c'est un peu pour ça aussi. Mais là, je vous parle de taille de bounding box en pixels, mais ça veut dire aussi que du coup, on peut en déduire une plage de fonctionnement idéale en fonction de la distance et du zoom, donc du FOV, donc du field of vision de la caméra. Donc vous avez cette zone-là qui correspond à, OK, si votre caméra est dans cette zone-là, par rapport à ce que vous attendez au niveau des voitures, de leur distance, etc., ça va fonctionner. En dehors, on ne s'engage plus. Donc, par exemple, si vous avez... donc là, vous avez une résolution de 2700 pixels, ce qui est pas mal, hein, mais si vous avez des voitures qui sont très proches, il vaut mieux que vous soyez avec un FOV très grand. Inversement, si vous avez des voitures qui sont très grandes, vous allez devoir zoomer. Et en plus, là, je vous ai fait un graphique en 2D, mais on pourrait faire en 3D avec la résolution de l'image aussi, parce que là, on a fixé la résolution à 2700 pixels. Pareil pour le contraste. Je peux vous donner un cas, on va dire, qu'on a imaginé supplémentaire, c'est au niveau de l'angle de vue. Par exemple, quand vous faites la détection des piétons, vous pourriez vous dire, OK, je détecte les piétons quand ils sont bien droits, c'est-à-dire qu'on a un angle de vue relativement plat, mais si on a un angle de vue rasant, donc si on le voit à pic, comme ça, en fait, ça risque d'être compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver si vous regardez une scène avec une caméra fisheye, par exemple. Donc, ça peut être intéressant pour le client de savoir, OK, si vous voulez mettre un fisheye ici, nous, notre fonction, elle ne va pas marcher pour toute cette zone-là, parce que toute cette zone-là, c'est un cas où l'angle de vue, il est trop grand, et donc ça ne va pas marcher. Donc, vous voyez, grâce à l'ours, on aurait la possibilité de faire ça, parce que pour chaque, si on a la calibration de l'image, pour chaque bounding box, on a l'angle de vue, et donc on peut en déduire un graphique en fonction de l'angle de vue, de la qualité de la prédiction en fonction de l'angle de vue. Alors, je vous invite à utiliser l'ours. L'ours, dès que vous avez des choses à faire au niveau d'objet detection, ça peut être intéressant pour vous. C'est intéressant pour vous si vous aimez quelque chose avec une API qui est très claire, avec des features qui sont intéressantes. Mais
Si c'est la vitesse qui nous intéresse, notamment parce que utiliser des datasets sont très très gros, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, dites-vous que de la même manière que Python, c'est bien pour prototyper, mais si vous voulez aller très vite, ça va être compliqué. Et ben, c'est pareil avec l'ours. Si vous voulez prototyper, si votre but, c'est d'avoir une façon de communiquer efficacement comment est-ce que vous avez manipulé tel ou tel dataset pour le créer à partir de tous les datasets qui étaient disponibles en entrée, et ben, ce sera un super outil. Si vous voulez utiliser, par exemple, je ne sais pas, Dask, Polars, etc., donc des alternatives de DataFrame, ça va être compliqué pour l'instant. Mais peut-être que s'il y a une adoption, peut-être que viendra ensuite la demande pour avoir une plus grande efficacité. Et donc, ça viendra de cette manière-là. Mais pour l'instant, on se focus sur la facilité d'utilisation, sur la clarté de l'API, etc. Donc, le fait que vous puissiez commencer déjà à jouer avec, on va dire, avec des datasets qui ne sont pas trop gros, pour que vous puissiez voir un petit peu la valeur que ça vous ajoute. Au niveau des features qui pourraient être bien pour après, ce serait que le JSON schema, ce sera des features qui sont pour un dataset interne actuellement, mais si on pouvait le faire fonctionner sur Coco, ce serait bien. Je pense que ça, c'est dans les cartons. Ne vous inquiétez pas. Ce serait bien des options en plus, par exemple, pour dire OK, bon, toutes ces fonctions-là, je veux que tu m'affiches aucune progress bar, ou de la compatibilité avec plus de formats. Notamment, on a discuté sur le fait de pouvoir utiliser des queries SQL, ou vous pouvez même utiliser des file paths qui sont sur Amazon S3 ou sur le cloud de manière générale, parce qu'actuellement, c'est que des formats, c'est que des local paths. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Aujourd'hui, l'ours, c'est sur GitHub. Vous pouvez aller voir. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez des features, évidemment, vous faites des issues, n'hésitez pas. Mais les maintainers officiels actuellement, c'est Nasser et moi, donc Nasser qui est dans la salle. Et n'hésitez pas à contribuer de votre manière. N'hésitez pas à dire c'est nul parce qu'il n'y a pas telle feature, et on en discute. Merci Clément. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour la présentation et pour l'outil, ça a l'air vraiment bien. Ça a été quoi l'impact en interne de l'utilisation de l'ours du coup? Est-ce que vous avez mis les bugs? Est-ce que ça allait plus vite, ou juste vous êtes content? Enfin voilà, c'est quoi l'aspect interne de l'usage de l'outil? Ouais, alors je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est le fait d'être content, c'est quelque chose qu'on a vu, si tu veux. On a vu que les gens, ils étaient contents. Il y avait des choses saoulantes qu'on faisait tout le temps, notamment tout ce qui est avoir des petits scripts de conversion. Je me souviens qu'il y avait un repo dans notre GitLab interne qui s'appelait conversion, qui permettait de faire les conversions de tous les formats vers tous les formats. C'était un foutoir pas possible. Et avec des trucs qui n'étaient pas du tout efficaces, etc. Et donc, ce qu'il fallait, c'était de faire un git clone de ce repo-là pour pouvoir lancer des... Bref, c'était un bazar. Alors que là, il se trouve que tu charges le truc dans l'ours et tu fais juste tes fonctions directement dans Panda. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a plu aux gens. Je dirais que le plus important pour moi, actuellement, c'est le fait que les manipulations complexes se résument à une méthode. Donc, les gens, ils savent exactement ce que tu as fait. Parce que la méthode elle-même, elle est très, très bien documentée. Enfin, on essaye, en tout cas, elle est le mieux documentée possible. Et du coup, avec le peu qu'il y a écrit, c'est extrêmement concis. Et pourtant, on sait très bien ce que tu as fait. Et c'est potentiellement quelque chose qui aurait pu prendre un script assez long si tu avais dû le faire toi-même. Donc, c'est une histoire de communication. C'est quasiment du versionning de dataset, si tu veux. Où en fait, tu pars du dataset de base et tu regardes, OK, j'ai fait ça, j'arrive à ce dataset-là. Si tu veux le recréer, bah, tu lances le script et puis c'est bon. Mais surtout, toi, tu comprends un peu ce qui se passe, et notamment si toi, tu as des questions, on va dire, tu veux challenger des décisions pour avoir pris tel ou tel filtre ou je ne sais pas quoi, tu peux assez facilement retrouver où est-ce que ça a été fait et appliquer autre chose. Donc voilà, c'est la collaboration qui a vraiment été facilitée grâce à ça. Merci pour la présentation. Petite question par rapport à l'adoption.
puisque c'est open source? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont prévus, puisque c'est toujours un peu compliqué de mettre quelque chose sur Internet et que les gens kiffent lire 3 milliards de lignes de code et se dire je vais contribuer. Donc est-ce qu'il y a des hackathons? Est-ce qu'il y a un plan de prévu pour justement que les gens puissent vraiment contribuer et non pas juste faire des issues qui ne reviennent pas après, quoi? Bah, je pense qu'effectivement, ça commence par les issues. Donc, ce qu'il faut, c'est être extrêmement réactif sur les issues. Il faut que les gens. Je pense que c'est une des clés du succès de l'ours en interne, en fait. Parce qu'on a fait ça à la R&D, et en fait, tu as toutes les autres équipes d'ingénierie qui sont mises à utiliser. Pourquoi? C'est parce que dès qu'elles avaient une question, on pouvait tout de suite leur répondre. Et en fait, elles ont pu monter en compétences assez rapidement grâce à ça. En plus de la documentation, évidemment, mais on leur répondait pas tout de suite RTFM dès qu'elles posaient une question, quoi. Donc là, l'idée, ce sera un peu la même chose. Je pense que le challenge actuellement, là, effectivement, vu que ça vient d'être mis, c'est que vous ayez la possibilité de poser des questions et d'avoir très rapidement une réponse. Et si jamais vous avez des demandes de features supplémentaires, il faut qu'il y ait tout de suite une réaction, un plan, quelque chose comme ça pour dire ok, ce truc-là, c'est vrai que c'est bien, on le rajoute à la roadmap. On n'a pas encore fait de roadmap, mais on a déjà un petit backlog de trucs à faire. Je vous ai présenté un tout petit morceau là. Donc ce qu'on espère effectivement, c'est que avec cette espèce d'engagement sur la réactivité, les gens se mettent à l'utiliser naturellement. Donc après, si ça prend pas, ça prend pas. Hein, mais là, l'idée, c'est de se dire, on fait à 22, tout le monde l'utilise. Donc c'est déjà quelque chose qui est utile. On sait déjà que c'est utile pour les gens à 22. Et il y a régulièrement des gens qui demandent des features à 22. Donc, si tu veux, il y a déjà un panel d'utilisateurs. On ne va pas dire qu'il est grand, mais il y a des utilisateurs actifs et on va dire assez expérimentés qui sont déjà dessus. Donc, c'est déjà quelque chose qui va augmenter. Si tu veux, comme on était en inner source avant, c'est-à-dire qu'on fonctionnait sur le fait que n'importe qui peut faire des features, demander faire des contributions, etc. Finalement, là, l'idée, c'est juste qu'on s'ouvre à l'extérieur. Si l'extérieur ne contribue pas, nous, on continue notre truc, quoi. Si le monde extérieur contribue, et ben là, c'est tant mieux parce qu'il y a une synergie qui va se faire et l'outil va être plus robuste. Il faut se dire que l'open source, c'est beaucoup de boulot, mais ça peut être une grande valeur ajoutée parce que justement, quand il y a des gens qui veulent certaines choses, en fait, on se rend compte qu'à la fin, on a des features qu'on n'avait pas pensé avoir, dont on n'avait pas pensé avoir besoin et qui se retrouvent être super utiles par la suite, quoi. Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir, c'est une opportunité d'avoir des gens qui vont contribuer à la qualité de l'outil que nous on utilise déjà. Donc au niveau de l'adoption, eh ben, on verra ce qui se passera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelqu'un qui essaye ce truc-là se sente un petit peu bienvenu, en tout cas, et qu'il arrive assez rapidement à avoir de la valeur ajoutée. Donc dans le repo, il y a pas mal de tutoriels et de case studies là-dessus qui permettent de présenter un petit peu comment est-ce que vous, dans votre cas de figure, vous allez pouvoir avoir de la valeur ajoutée. Maintenant, effectivement, s'il y a des gens qui ont un cas d'utilisation un peu plus particulier, qu'ils ont besoin d'aide, etc., je pense que ce serait, au moins au début, super intéressant de voir avec eux pour voir différents cas d'application qui vont faire que l'ours s'ouvre à plus de contexte que simplement celui de 22, qui est quand même assez particulier, effectivement. Merci. Je vais dire la même chose que les autres, merci. Je me retrouve pas mal dans pas mal de choses qui ont été dites, sauf une, c'est le nombre de points. Et peut-être que c'est un truc que vous avez déjà évoqué et peut-être eu un peu peur de toucher, c'est de passer de la détection à la segmentation. Question ouverte, est-ce que vous y avez pensé? Et si oui, c'est quoi les freins? Enfin, je les vois bien, mais peut-être que vous avez déjà géré ça. Alors, effectivement, ça, c'est potentiellement une des grosses limitations actuellement, c'est que ça a été calibré pour de la détection d'objets. Donc, dès qu'on sort de ça, ça devient un peu compliqué. Même si vous faites de la classification, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées. Enfin, en tout cas, il y a toute la partie annotation qui a plus de sens. Et pour les segmentations, je pense qu'il y aurait sûrement des choses à faire, notamment avoir une colonne spéciale où tu as
tu as des séquences qui sont, on va dire, à taille variable. Et avec ça, disons qu'il y aurait déjà toutes les histoires avec les classes et le class remapping, etc., qui seraient quand même intéressants. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a rien pour la segmentation. Je pense que ce serait une bonne première feature. Je t'invite à aller poster ton issue pour ça, parce que c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas. C'est une grosse feature. Ouais. Bah, Grosse merci. feature, ouais. Peut-être pour la 1.2, je ne sais pas. mais en tout cas, c'est sûr que ouais, ce serait vachement bien pour tous les gens qui font de la segmentation d'avoir ce truc-là. Ouais. Ouais, parce que finalement, tous les trucs d'analyse d'erreur, type domaine de validité des modèles, tout ça, c'est Ouais, exactement les mêmes. on est sur des problèmes de data relativement classiques en fait. Hein. Et c'est vrai que là, ça s'applique très bien sur l'object detection. Mais à partir du moment où on peut comparer une vérité terrain avec une prédiction, il y a plein de trucs qu'on fait là qu'on devrait pouvoir faire avec plein d'autres problèmes. Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. Je sais que c'est pas le focus pour l'instant, mais est-ce que vous avez pensé au gros dataset du coup? Parce que je sais que c'est pas le cas. Enfin, Au gros c'est lent, dataset? Ouais. Alors, le problème des gros datasets actuellement, c'est qu'il y a pas mal de fonctions qui sont assez lentes, mais on utilise pas mal de fois la méthode apply dans Panda. Je sais pas si vous... Bon, on va partir un petit peu sur les détails, mais en gros, c'est une méthode qui n'est pas efficace du tout parce qu'elle se veut très flexible. Du coup, tout se passe en Python, ce n'est pas des trucs qui sont compilés. Une chose qu'on peut déjà penser à faire, on n'a pas eu, nous, le cas d'utilisation où c'était vraiment important, mais c'est de faire du multiprocessing. Et ensuite, sans doute faire des choses où on va essayer d'avoir du code, peut-être pas forcément Python, du code compilé ou des choses comme ça, comme ça se passe dans NumPy ou ce genre de choses. Donc, il y aurait la possibilité de le faire. Maintenant, effectivement, comme tu dis, c'est pas à l'ordre du jour, surtout que, en fait, toutes ces choses-là, elles viennent du fait que quand on a un dataset qui est petit, qui n'est pas très grand, en fait, on va avoir des problèmes de variabilité du dataset. Notamment quand on fait des splits, on va avoir des variabilités de la distribution des classes, des tailles des bounding box. Alors que si notre dataset est énorme, en fait, la loi des grands nombres fait que si tu fais 10%, 10%, 10%, en fait, finalement, les distributions vont être très similaires. Donc, voilà, il y a des problématiques qui disparaissent quand on a des datasets qui sont très grands. Mais ouais, il y a des pistes. Il y a des pistes pour ça. Je pense qu'effectivement, ça va demander des compétences qu'on n'a pas forcément à Tony2. On en a fait beaucoup de Python, on connaît bien Panda, etc. Mais s'il faut commencer à aller mettre les mains dans le cambouis, que quelqu'un se dévoue, on va dire, s'il y a un volontaire. Mais oui, il y a 2-3 petits trucs qu'on peut déjà faire. Ouais. Plus d'autres questions? N'hésitez pas à aller mettre une stars. Le QR code, là, ça permet d'aller sur Mettre une star. sur le projet GitHub. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de contraste pour le voir. Sinon, c'est... j'ai même pas mis le lien en... Bon, vous faites l'ours PyPy, là. C'est bon? Ok, donc Google, il connaît un peu, parce que justement, on l'a mis en ligne il n'y a pas si longtemps. Tu m'avais dit tout à l'heure que tu l'avais pas trouvé sur Google. Mais je pense que voilà, effectivement, c'est quand il y a peu de liens vers ça, c'est compliqué. Mais là, maintenant, on est sur GitHub, sur PyPy, sur Read the Docs. Donc forcément, tout ça se lie les uns à les autres. Et du coup, Google, il est content. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, si on fait l'ours GitHub, on tombe dessus. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai bien aimé le concept d'inner source. J'avais jamais entendu ce terme. On fait beaucoup d'inner source aussi chez Sikara et je connais les challenges que c'est de concevoir des libs internes de qualité et de réussir à les maintenir. Donc c'est hyper cool de voir un projet qui va au bout et qui sort en open source. Bravo et merci pour le talk. Et maintenant, on a un petit buffet qui nous attend. Et juste avant, on est toujours en recherche de speakers et de lieux pour les prochains meet-up. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en discuter. Merci à tous d'être venus et à la prochaine fois.